Station balnéaire détruite en Italie. Ville du Brésil ensevelie sous la glace. Rare flambée de trombes marines en Pologne. Même l'Arctique a battu des records de température. Que chose pourrait bien être le processus le plus dangereux de notre époque. Italie. Le 24 août, une violente tempête a frappé les localités côtières de la région italienne d'Émilie-Romagne. Les rafales de vent ont atteint 122 km/h. Des arbres et des panneaux publicitaires abattus ont bloqué les routes et perturbé le trafic ferroviaire. 23 personnes ont été évacuées d'un train bloqué sur les voies. À Milano Marittima, l'une des stations balnéaires les plus huppées de la côte adriatique, les plages et complexes balnéaires ont particulièrement souffert. Le vent a arraché des parasols, détruit des tonnelles, déchiré des auvents et fait tomber 265 arbres. Dans certains quartiers, l'approvisionnement en eau potable a été interrompu. Dans la ville de Rimini, il est tombé 74 mm de précipitations en 6 heures, dont 50 mm en seulement 20 minutes. Des routes et des passages souterrains ont été inondés. Roumanie. Le 23 août, la Roumanie a été frappée par les effets d'un puissant cyclone méditerranéen. Des tempêtes ont touché 18 départements du pays, ainsi que la capitale, Bucarest. Dans certaines régions, la température a chuté de 10 degrés par rapport à la veille. Les vents violents ont déraciné des centaines d'arbres, endommagé des pylônes électriques et causé des dégâts à plus de 70 véhicules. Des pluies torrentielles ont inondé des caves et des cours. 2 personnes se sont noyées dans le lac Snagov, au nord de Bucarest, lorsqu'un orage soudain a retourné leur embarcation. Dans le département d'Argeș, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie sous les décombres d'un toit effondré. Guinée. Dans la soirée du 20 août, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain majeur dans la commune de Manéa, près de la capitale de la Guinée. Un quartier résidentiel situé au pied du mont Kakulima a été touché. Selon des témoins, tout s'est passé très vite. Il pleuvait, puis soudain la terre a glissé de la montagne, engloutissant les maisons. 22 bâtiments, dont 10 habitations, ont été ensevelis sous des tonnes de boue et de terre. Des unités de la protection civile et de l'armée ont été mobilisées pour les opérations de secours. Des maîtres-chiens, des engins lourds et des habitants travaillant à main nue ont été déployés sur les lieux. Plusieurs blessés ont pu être extraits vivants et transportés à l'hôpital. Parmi eux, un adolescent qui, ayant entendu le bruit du glissement de terrain, a eu le temps de se cacher. Au 22 août, on dénombrait 12 blessés, 16 morts et 10 personnes toujours portées disparues. Parmi les victimes, une famille entière, les parents et leurs 4 enfants. Le seul survivant est un jeune homme qui se trouvait en service à plusieurs kilomètres du lieu de la catastrophe. Russie. Dans la région du panache magmatique sibérien, des anomalies thermiques continuent d'être relevées. Dans l'Arctique, une chaleur sans précédent a été enregistrée. Le 20 août, sur l'île de Visé en mer de Kara, le thermomètre a atteint pour la première fois de l'histoire plus 11,6 degrés Celsius, dépassant le précédent record mensuel de 2,5 degrés Celsius. Du 8 au 25 août, 13 records de température ont été battus. Une orage d'une rareté extrême dans ces latitudes a accompagné ces températures anormalement élevées. Ce phénomène n'a été observé qu'à 3 reprises au XXIe siècle. Le 20 août, dans le village de Jilinda, Yakoutie, l'air s'est réchauffé jusqu'à plus 27,7 degrés Celsius, établissant un nouveau record quotidien. Ce même jour, à l'extrême nord de la péninsule de Taimyr, au cap Sterleigova, le thermomètre a affiché plus 23 degrés, alors que la moyenne mensuelle maximale est de plus 6,6 degrés Celsius. Sur l'île Dixon, de nouveaux records ont été enregistrés pendant 8 jours consécutifs, avec un pic le 24 août qui a atteint plus 22,6 degrés Celsius, dépassant la norme de plus de 14 degrés. À Norilsk, supposé être le centre de localisation du panache magmatique selon les scientifiques, les températures sont également restées anormalement élevées. Les météorologues estiment que la température moyenne d'août y a dépassé celle de villes situées à plusieurs milliers de kilomètres plus au sud.
Yémen. Depuis le 22 août, des inondations majeures ont ravagé plusieurs provinces du Yémen. Des pluies tant attendues se sont transformées en catastrophes. Dans la ville d'Aden, l'un des principaux centres urbains du pays, des quartiers résidentiels ont été touchés. Les rez-de-chaussée des bâtiments ont été inondés. Certains quartiers se sont transformés en véritables lacs. Les eaux de crue mélangées aux eaux usées ont créé une menace épidémique. Routes obstruées par des pierres et de la boue ont paralysé la circulation. Un pont endommagé a interrompu la liaison internationale entre Aden et Taïz. Des habitants ont déclaré ne pas avoir vu de telles précipitations depuis plus de 40 ans. Dans la province d'Abian, une famille de 10 personnes a miraculeusement survécu après que leur voiture a été emportée par un puissant courant. Ils se sont réfugiés sur une hauteur. Dans la province de Hadja, effondrement d'une maison causant la mort de 3 enfants et des blessures à leurs parents. La catastrophe a fait 14 morts et des dizaines de blessés. L'ensemble du pays a subi des dommages aux infrastructures et aux terres agricoles et de nombreux animaux domestiques ont péri. Brésil. À partir du 20 août, une série de tempêtes s'est abattue sur l'état du Rio Grande do Sul. D'abord, un front chaud a apporté des vents violents dépassant les 100 km/h, des pluies intenses, de la grêle et plus de 300 000 éclairs. Ensuite, un front froid a renforcé les précipitations. En 2 jours, plus de 200 mm de pluie sont tombés dans certaines régions du centre et du sud de l'État. Dans le bassin de la rivière São Lourenço, on a enregistré jusqu'à 300 mm, soit plus du double de la moyenne mensuelle d'août. La rivière est sortie de son lit, inondant plus de 2000 maisons. L'eau est montée rapidement, rendant des rues entières impraticables, submergeant des voitures, et des habitants ont dû être secourus en bateau. Plus de 500 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Dans la capitale de l'État, Porto Alegre, il est tombé 125 mm de pluie en 2 jours, plus que la moyenne mensuelle d'août. Des inondations, des toitures endommagées, des arbres abattus et des routes bloquées ont été signalés dans toute la région. L'état d'urgence a été déclaré dans le Rio Grande do Sul. Le matin du 26 août, la municipalité de Castro, dans l'état du Paraná, a été frappée par une violente tempête de grêle. En seulement 20 minutes, toute la zone a été recouverte de glace. Des centaines de bâtiments ont été endommagés, écoles, établissements de santé et installations sportives, un magasin de matériaux a été entièrement détruit, une église a perdu son toit, au moins 600 maisons ont été touchées. L'autoroute fédérale BR 151 a été recouverte de grêle, devenant dangereuse pour les conducteurs. La grêle est également tombée dans d'autres villes, y compris la capitale de l'État, Curitiba. Activité sismique. Un séisme de magnitude 7,5 a eu lieu jeudi dans le détroit de Drake, à environ 710 km de la ville d'Ushuaia, en Argentine. Initialement, le service géologique des États-Unis avait évalué la magnitude à 8. Il est important de noter que la région du détroit de Drake connaît en 2025 un pic anormal d'activité sismique. Alors qu'au cours des 25 dernières années, seulement 51 séismes de magnitude 4,5 ou plus y ont été enregistrés, on en compte déjà 11 en moins de 8 mois cette année. 2 d'entre eux ont dépassé la magnitude 7, un phénomène extrêmement rare dans cette zone où seulement 3 séismes de cette intensité ont été enregistrés depuis le début des observations instrumentales en 1890. Le 26 août, un puissant séisme de magnitude 5,7 s'est produit dans la mer Caspienne, à une profondeur de 50 km. L'épicentre se trouvait près de la ville d'Izberbach en Russie. La secousse a été fortement ressentie à Makhatchkala, Kaspisk, Derbent et Buynaksk. Dans les immeubles, les lustres oscillaient, les vitres vibraient, la vaisselle tombait. Les habitants paniqués ont fui leur logement et beaucoup ont passé la nuit dehors, craignant de nouvelles secousses. Dans les magasins, des marchandises sont tombées des étagères et lors d'un match de football, un joueur a été projeté au sol par la secousse. Les ondes sismiques se sont propagées bien au-delà du Daghestan, atteignant plusieurs régions russes, notamment Astrakhan et Volgograd, ainsi que l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan et d'autres pays. Heureusement, aucune victime ni destruction majeure n'a été signalée. L'absence de réplique inquiète toutefois les spécialistes. C'est inhabituel pour un séisme de cette nature. Selon eux, toute l'énergie accumulée n'a peut-être pas été libérée, et cette secousse pourrait précéder un événement sismique encore plus important.
En revanche, au Kamchatka, les répliques ne cessent pas. Depuis le méga-séisme de magnitude 8,8 survenu le 30 juillet, plus de 12 000 événements sismiques ont été enregistrés, avec des magnitudes restant élevées. À partir du 25 août, des séismes de magnitude supérieure à 6 ont été enregistrés pendant 3 jours consécutifs dans l'océan Pacifique. Dans certaines zones de Petropavlovsk-Kamchatsky, des habitants ont ressenti de légères secousses. L'un des séismes a été particulièrement fort, atteignant une magnitude de 6,6. Trombe marine. Le 21 août, un phénomène naturel d'une rareté exceptionnelle a été observé au-dessus de la mer Baltique, une importante flambée de trombes marines. Selon les observateurs, au moins 20 entonnoirs ont été recensés au total. Pas moins de 12 vortex se sont formés dans les eaux côtières de la Pologne. Près de l'île danoise de Bornholm, un cas unique a été enregistré, 8 trombes marines se sont alignées simultanément. En Russie, des trombes ont également été observées plusieurs jours d'affilée dans les eaux de la mer Baltique, dans la région de Kaliningrad et dans le golfe de Finlande, près de Saint-Pétersbourg. Typhon Kajiki. Le 24 août, le typhon Kajiki a semé le chaos et causé d'importants dégâts dans la ville chinoise de Sanya, province de Hainan. Il s'agit du typhon le plus puissant jamais enregistré dans cette région, avec des rafales dépassant les 199 km/h et près de 390 mm de précipitations. Plus de 20 000 arbres ont été déracinés, de nombreuses voitures se sont retrouvées sous l'eau et des fenêtres ont été soufflées par la force du vent. Plus de 7000 foyers ont été privés d'eau potable. Au total, plus de 100 000 personnes ont été touchées dans la province de Hainan. Affaibli en tempête tropicale, Kajiki n'a pas perdu sa puissance destructrice. Le 25 août, il a frappé les provinces centrales et septentrionales du Vietnam avec des vents allant jusqu'à 133 km/h. Les destructions ont été massives. Plus de 8700 maisons endommagées, 81 500 hectares de rizières inondées et des vergers anéantis. Au moins 1,6 million de personnes ont été privées d'électricité. Des routes ont été inondées ou bloquées par des glissements de terrain. 7 communes de la province de Quang Tri ont été complètement coupées du reste du pays. Plus de 44 000 personnes ont été évacuées vers des zones sûres. Le bilan humain est de 8 morts, 7 au Vietnam et 1 en Thaïlande. En conclusion, pour conclure ce numéro, nous poursuivons le thème des nouvelles normes abordées dans notre précédente analyse afin d'illustrer comment les signes croissants de cataclysme sont de plus en plus édulcorés. Prenons les températures. L'Organisation météorologique mondiale utilise des normes climatiques sur 30 ans pour évaluer les écarts par rapport à la moyenne. Ces périodes de référence sont mises à jour tous les 10 ans pour refléter l'évolution du climat. D'un côté, cela paraît raisonnable. Les données actualisées permettent de prendre des décisions dans des domaines clés tels que l'énergie, l'agriculture ou la santé. Mais lorsque des années marquées par des records anormaux deviennent partie intégrante de la norme, toute comparaison perd sa capacité à mettre en évidence le caractère réellement extrême de la situation. Imaginez que vous mesuriez la température d'un malade, mais que vous déplaciez chaque jour la marque sur le thermomètre en l'ajustant au niveau de la veille. À la fin de la semaine, une fièvre de 40 degrés semblerait à peine au-dessus de la normale. C'est pourquoi, pour les suivis à long terme, l'OMM recommande encore d'utiliser la période fixe de 1961 à 1990. Mais dans la pratique, cette période de référence est très rarement utilisée. Pourquoi à votre avis ? Même le simple processus de Moyen-Âge déforme aujourd'hui la réalité à une époque où les anomalies naturelles extrêmes sont devenues fréquentes. Prenons un exemple. Dans la ville d'Ostrovny, en Tchoukotka, Russie, en février 2025, l'écart moyen mensuel par rapport à la norme n'était que de moins 1,7 degré. Mais les températures journalières ont oscillé entre moins 15 degrés en dessous et plus 32 degrés au-dessus de la moyenne. Et ce yo-yo thermique a duré tout le mois. Est-ce cela qu'on appelle une norme ? L'image est claire. Une grenouille plongée dans de l'eau bougeante s'échappe immédiatement. Mais une grenouille dans de l'eau froide progressivement chauffée finira par cuire sans comprendre le danger. Ce syndrome collectif de la grenouille montre qu'en raison des manipulations des données climatiques
et du déplacement progressif des repères moyens, même les anomalies les plus choquantes commencent à être perçues comme normales et le danger est ainsi minimisé, voire ignoré. À vous en tirer les conclusions.